Merci à tous les intervenants. Alors, je vous rappelle que la matinée donc, va se scander par trois interventions. D'une part, la mienne, qui est, pour rappeler, comme le titre l'indique, ce que ça a été un peu l'événement 68 et problématiser un peu notre colloque. Le second, Noémie Duchemin, qui à 10h30 nous parlera du CNSM, donc qu'est-ce qui s'est passé du côté du CNSM. Et puis à 11h15, on aura un premier échange de gens qui étaient de musiciens directement acteurs de cette période-là, sous la forme d'un dialogue entre Renaud Gagneux et Alain Louvier, dans lequel j'occuperai la position du monsieur loyal. Sachant que cette structure-là, on la retrouvera demain matin, puisque demain matin, Pierre-Albert Castanet, qui est co-organisateur, mais qui ne pouvait pas être là ce matin, fera une présentation générale d'un certain nombre de thèmes idéologiques qui étaient présents à l'époque en musique. Il y aura une intervention de Gérard Gromer sur les orchestres et les festivals, qui fera un peu le pendant pour voir, disons, comment les institutions musicales étaient concernées par la situation en mai 68. Et un deuxième échange d'expériences entre François Bell et Claude Samuel, qui permettra aussi, comme ça, disons, de rassembler le matériau, une documentation minimale de ceux qui étaient acteurs sur qu'est-ce qui s'est passé en 68 du côté des musiciens. Et puis les après-midi, par contre, on aura des interventions cette fois plus, entre guillemets, plus savantes, donc avec communication, cet après-midi plutôt sur la musique contemporaine et demain plutôt sur les autres musiques. Voilà en gros le programme du colloque, sachant que les deux journées se clôturent par un concert, le premier ce soir ici par l'ensemble Spirale et le second demain à Radio France. On vous présentera la chose plus en détail. J'indique également que sont accessibles. Bon, vous avez d'une part à l'entrée le programme du colloque, et puis deux premières documentations, l'une de Pierre-Albert Castanet, qui sont un peu l'ensemble des œuvres contemporaines qui ont été faites à l'époque, et d'autre part, une petite chronologie de mai 68 qui va maintenant me servir pour ma première communication. Donc là, je change de casquette pour vous présenter donc les quelques repères sur l'événement 68 et ses résonances musicales. Alors, première thèse, si vous voulez, à propos de mai 68, c'est qu'il s'agit, selon moi, d'un événement politique. Un événement politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que ce n'est pas exactement un fait. C'est-à-dire que ça ne se présente pas comme quelque chose d'une façon dont la situation, le contenu, les thèses, etc., soient attestables, parfaitement décidables, parfaitement calculables et qui feraient l'accord de tout le monde. Donc, ceci veut dire en particulier que le contenu de mai 68, qu'est-ce qui fait événement en 68, est indécidable. Indécidable veut, je vous rappelle, c'est un terme qui vient des mathématiques, qui veut dire en vérité qu'il faut le décider. C'est-à-dire c'est à chacun de décider, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs acceptions possibles de l'événement 68, de ce qui s'est passé. Ceci se voit d'ailleurs de manière tout à fait élémentaire, parce qu'on voit que le contenu même de ce qui s'est passé en 68 est controversé, puisque pour certains, d'une façon, mai 68, c'est un peu tout. Enfin, je veux dire, tout notre monde relèverait de ça. Et puis, à l'inverse, vous en avez qui disent, mais finalement, il ne s'est rien passé en vérité en 68. Donc, vous voyez bien que vous avez deux modalités absolument opposées sur la chose. Et vous avez maintenant encore des gens qui vous disent, soit il faut le refaire, ce qui paraît un peu bizarre et saugrenu, on va voir pour quelle raison. À mon avis, la raison essentielle, c'est que le monde de 68, dans lequel 68 est intervenu, n'est plus notre monde, on a changé de monde. Et puis il y en a d'autres qui vous disent que c'est à effacer. Bon, vous voyez bien à qui je fais référence. Donc on voit bien on peut absolument pas traiter 68 comme un fait historique dont d'une façon la situation, le statut serait clairement établi, mais c'est un événement controversé, indécidable, et sur lequel donc il revient à chacun de se prononcer. Donc je me prononce pour ma part là-dessus, comme je crois qu'il est requis de chacun dans la plus grande clarté possible. Donc il s'agit en vérité de penser 68 autrement, et moi je soutiens que c'est un événement politique émancipateur, et dont une des caractéristiques est encore une fois, et je vais essayer de le thématiser, d'être intervenu dans un autre monde que le nôtre. Donc je vais rapidement essayer de présenter en quel sens peut-on dire qu'il s'agissait d'un autre monde que le nôtre, un autre monde qui ne reviendra pas, donc il n'y a pas de sens à faire retour dessus. Et moi, je suis, je viens aussi de cette époque-là, donc j'avais 20 ans à l'époque, mais j'étais pas compositeur à l'époque, donc je ne connais pas exactement l'histoire musicale de cette époque-là. C'est un des objectifs d'ailleurs de ce colloque pour moi aussi, que de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé du côté des musiciens. Alors il y a une image, et par ailleurs je me considère par beaucoup de côtés, en particulier par le côté politique, que j'appelle politique d'égalité ou politique d'émancipation, comme toujours dans cette histoire-là.
donc relevant toujours cette histoire-là, mais évidemment avec cette difficulté particulière qu'il ne s'agit absolument pas de refaire 68 puisque le monde est différent. Alors l'image que j'aime bien employer, c'est celle de Parsifal, en fait, qui est une image musicale. Si on prend Parsifal, contrairement à ce que nous a présenté la mise en scène de l'opéra récente, qui à mon avis est nullissime, qui est que l'idée que Parsifal est celui qui relève un processus moribond, un processus ensablé. Je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre Parsifal. Et donc, en un certain sens, les questions pour moi posées, c'est un peu comment être le Parsifal de cette séquence-là, c'est-à-dire comment relever un contenu qui s'est manifesté dans un autre monde, qui est évidemment qui s'est ensablé, qui est devenu moribond, et comment réactiver ça de manière intelligente, c'est-à-dire tenant compte du fait que la situation a entièrement changé. Alors, donc il s'agit de penser 68 autrement, comme événement intervenu dans un autre monde. Et je propose, pour rentrer dans mon sujet, de parcourir d'abord rapidement un certain nombre d'affiches de mai 68, pour thématiser un peu la question. Alors la première chose qui est frappant, vous voyez dans ces deux images, c'est que c'était une époque où il y avait beaucoup d'affichage, beaucoup d'affiches, et des affiches avec des textes, donc des affiches à lire, c'est-à-dire des affiches à contenu. Bon, vous voyez, évidemment, il est hors de question de lire le contenu, mais c'était pas simplement des affiches de slogans, comme on va le voir, mais c'était aussi des affiches avec contenu, donc des affiches qui affichaient des idées, des pensées, et qu'il s'agissait de lire. Bien. Deuxièmement, alors, encore une fois, je présente un regard particulier sur 68. Mon enjeu n'est absolument pas de faire l'historien totalisant la chose, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est de présenter ce que je trouve intéressant dans 68, qui est un peu au principe aussi de cette rencontre aujourd'hui. Alors, il s'agissait d'affiches affirmatives, pas simplement contestataires. Évidemment qu'il y avait une dimension contestataire, non, contre, etc. Mais aussi des affiches qui affirmaient quelque chose. Alors, j'en ai pris un exemple. Oui, vous voyez, un oui, usine occupée, oui, c'est pas le nom. L'unité des travailleurs, français immigrés. Un art au service du peuple. Alors, on peut discuter, évidemment, ça sera un des points, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une affirmation, c'est pas une... Et puis, ce mot d'ordre assez surréaliste, comme ça, la beauté est dans la rue. Donc, une thématique qui était à l'époque, pas simplement contestataire, comme on nous le dit, mais affirmative. Et comme vous savez, toute affirmation, le problème, c'est qu'une fois que vous avez affirmé quelque chose, la question, c'est d'être dans la conséquence de l'affirmation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence dans l'avenir. Mais cette tonalité-là est souvent peu mise en avant et je tenais à la relever. Deuxième chose, donc évidemment une thématique très importante qui était l'unité des étudiants et des ouvriers et donc le rapport entre les usines et l'université. Alors je vous ai mis un certain nombre d'affiches et puis je vous ai mis une petite photo qui est quand même assez caractéristique parce que c'est une photo devant Renaud-Billancourt de Jacques Sauvageau qui n'était pas particulièrement, qui était quelqu'un des plus modérés en vérité de l'époque. Mais pour vous indiquer que cette pratique, on va dire des ouvriers ou des intellectuels d'aller aux usines pour discuter avec les ouvriers était une pratique générale, ce n'était pas simplement une pratique de ceux des militants très constitué. Je vous rappelle que Sauvageau était dirigeant pas du SNESUP, c'était GESMAR, mais de l'UNEF, je crois. L'UNEF. C'est une pratique, voyez, qui est aujourd'hui invraisemblable. Je veux dire, on a complètement oublié ça. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu le mouvement des CPE, c'est quand même extrêmement frappant, il y avait eu le mouvement dans les banlieues, il n'y avait aucun rapport entre ce qui s'était passé dans les cités et ce qui se passait parmi les étudiants. Donc l'idée même que les étudiants puissent se soucier d'autre chose que simplement de leur état propre, de leur carrière, de leur diplôme, mais s'intéresser au monde, mais même pas au monde, c'est-à-dire finalement à ce qui se passe à côté dans les usines, était une idée neuve, une idée forte, et pour ma part, je crois que c'est une idée qui a absolument toujours sa pertinence. C'est-à-dire, je pense que la situation politique en France serait quand même sensiblement différente si lorsqu'un mouvement, par exemple étudiant, se passait, il se souciait aussi, on va dire, d'aller d'une façon en discuter ou s'intéresser aussi à ce qui se passe dans les cités. Et a fortiori dans les usines. Voilà. Donc ça, c'était une affirmation très forte de l'époque, qui était les étudiants, c'est pas les étudiants à l'université et les ouvriers à l'usine, mais c'est justement, on doit en discuter ensemble. C'est une affirmation aussi. Troisième dimension, s'il veut bien, c'était l'opposition entre deux conceptions de la démocratie. Le mot démocratie était en partage. Une chose qu'on a complètement oubliée parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, démocratie est un mot qui est accaparé, on va dire, en vérité par Bush, enfin disons par cette thématique-là, puisque c'est au nom de la démocratie qu'on va écraser les Irakiens. C'est-à-dire donc par la figure, on va dire, parlementarisée, on impose des élections partout. Et en plus, alors quand les élections ne sont pas dans le sens que l'on veut, à ce moment-là, on continue, on fait une ségrégation, on les met de côté. Bon. On a oublié que le mot démocratie était en partage. Et donc, à l'époque, ça se donnait dans deux figures. La figure de la démocratie de masse. La démocratie de masse, c'est assez simple, j'ai donné quelques photos. C'est lorsque les gens discutent partout des questions politiques de l'heure.
Je vous en donne un exemple, parce qu'on ne peut quand même pas discuter de ce truc-là comme si on était ailleurs. La France vient décider d'envoyer 1000 soldats en Afghanistan. Qui discute de ça ? Est-ce que nous, on discute de ça ? Non. Enfin, je veux dire, bon, l'époque était où ces questions-là étaient des questions... si on devait discuter de quelque chose, c'est pas du programme de télé, c'est de ces choses-là. C'est ces choses-là qui étaient importantes. Alors ça, on appelait ça la démocratie de masse, à l'époque. Et c'était l'alternative à la démocratie parlementaire, la démocratie représentative. Alors, on peut en penser ce qu'on en veut, mais toujours est-il que l'époque était à scinder le concept de démocratie. Et donc à considérer que le concept de démocratie, ou la catégorie de démocratie, l'idée de démocratie, n'avait aucune raison d'être enfermé ou limité à sa figure représentative parlementaire. Ça, c'est une affirmation aussi, je crois, assez forte et assez remarquable. Dernière chose, autre chose, l'action et la pensée devaient se pratiquer partout. Alors j'en ai donné quelques exemples. La question évidemment des artistes, la question en médecine, le cinéma aussi. Donc les questions, on va dire, de la politique, non pas l'idée tout est politique, mais que ces questions de la politique, de la démocratie, de l'orientation de qu'est-ce que c'est que notre pays, qu'est-ce qu'on veut pour le pays, etc., c'était des questions qui se posaient partout. Il n'y avait pas lieu de considérer qu'il y avait un espace spécifique pour les pratiquer. Et donc c'était une question qui concernait à la fois tout le monde et tous les lieux. Ce qui ne veut pas exactement dire que tout est politique, c'est tout à fait autre chose. Et dernière modalité qui est comme assez frappante quand on la voit aujourd'hui, alors cette fois qui est la dimension, qui est finalement contre la presse, contre les médias et contre le régime des opinions, qui est devenu quand même le régime aujourd'hui dominant. Alors je veux dire, c'est-à-dire la télé, la presse, quelle que soit la presse, de toute façon, c'est un discours qui est opposé, on va dire, à cette figure de la pensée politique. La radio, pareil. La pub, à l'époque, on appelait ça les réclames. C'était considéré comme une intoxication, véritablement, une intoxication pour vous pousser à consommer et qui donc faisait simplement partie du régime normal du capitalisme. Je vous rappelle que toute personne un peu instruite en économie, c'est que le gros problème du capitalisme, c'est un problème de réalisation de la plus-value, c'est-à-dire finalement le fait de vendre et de consommer, et que la pub sert à ça. Bon. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la pub, c'est devenu un espace de liberté, c'est invraisemblable. Donc l'époque était quand même, lorsqu'au cinéma, par exemple, lorsque à l'entracte vous aviez la publicité, tout le monde sifflait en disant mais attendez, pourquoi on est obligé d'ingurgiter ça ? Et donc là, j'ai pris un exemple de panneaux publicitaires arrachés. Et puis dernière chose, évidemment aussi, la critique des sondages, de la dictature de l'opinion, de l'IFOP, etc. Bon, chose aujourd'hui dont on considère qu'on est abreuvé par ça comme si c'était l'espace naturel dans lequel la pensée devait se mouvoir. Bon. Voilà, donc pour rappeler, si vous voulez, un certain nombre de dimensions de l'époque à travers l'affichage, et la dernière chose, évidemment, qui a été la problématique très importante en 68, qui était continuer, la lutte jusqu'au bout. Continuer toujours. Alors continuer quoi ? Ça a été ça, évidemment, la grande question. Mais en un certain sens, on peut dire que la maxime de toute subjectivité ou de toute subjectivation est de continuer. C'est-à-dire d'affirmer quelque chose et de se tenir dans les conséquences. Et évidemment, la grande difficulté, c'est que veut dire continuer, et c'est là-dessus que tout le mouvement, toute la chose s'est partagée. Mais enfin, le fait qu'il se soit mis sous le chef subjectif de la continuation était un signe indubitable qu'il y avait quelque chose de nouveau qui essayait de s'affirmer là. Voilà. Donc ça, c'était un peu au niveau de l'affichage pour vous quand même rappeler que, disons, une autre image de 68 que celle qui est donnée habituellement. Alors, deuxième chose donc, qui pour moi est très importante, c'est qu'à l'époque, le monde était complètement différent. Et alors pour ça, il suffit de se rappeler qu'à l'époque, on considérait qu'il y avait 3 mondes. Alors pardonnez-moi de ces rappels un peu élémentaires, mais enfin finalement c'est quand même le contraste est assez frappant. Alors qu'est-ce qu'il y avait ? On considérait qu'à l'époque il y avait 3 mondes. Il y avait le monde capitaliste avec à leur tête les États-Unis, qui étaient alors aux prises avec une contestation interne violente, je vais en reparler. Deuxièmement, ce qu'on appelait le monde socialiste, qui était confronté à une tentative de révolution de l'intérieur de la révolution, qui était la révolution culturelle, avec une opposition extrêmement violente entre l'URSS et la Chine. Je vous rappelle qu'il a failli y avoir une guerre entre l'URSS et la Chine, c'est pour vous dire, c'était pas... Et avec la tentative de la Chine de dire non, nous on ne veut pas devenir comme l'URSS, et donc tentative de révolution culturelle intérieure. Et troisièmement, ce qu'on appelait le tiers-monde, qui avait comme emblème, on va dire, le Vietnam, puisque le Vietnam était en guerre à l'époque pour se libérer de la tutelle américaine. Donc déjà à l'époque, 3 mondes. Vous voyez, on n'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un seul monde. Enfin, on parle de mondialisation en tous les cas. Donc on était dans un contexte tout à fait différent. Alors, je voudrais présenter rapidement ce que c'était quand même chacun de ces mondes du point de vue des effets aujourd'hui en 68. Il est clair qu'on parle de mai 68 ici en France, mais que mai 68 relevait aussi
d'un élan, d'une dynamique absolument générale. Alors, ce qui était évidemment très important pour pour la jeunesse de l'époque, c'était le rôle du mouvement noir aux États-Unis. Et j'ai pris comme emblème ce rapport entre Martin Luther King et Malcolm X, qui étaient un peu les deux grandes figures comme ça alternatives du mouvement d'émancipation des Noirs aux États-Unis. Ce mouvement des Noirs avait trois figures très, très particulières, qui est d'une part, évidemment, le mouvement des Black Panthers, des Panthères Noirs, qui était donc le mouvement violent des Noirs américains, qui était le pendant du mouvement pacifique non violent de Martin Luther King. Je vous ai donné quelques exemples. Et évidemment, avec cette jonction que j'ai indiquée par ce livre de Philippe Carle et Jean-Louis Comelli, Free Jazz, Black Power, avec la question du free jazz, qui est la deuxième dimension, qui est l'importance... Alors, là, je parle aussi de choses qui, pour moi, ont été significatives. C'est aussi à ce titre-là, d'ailleurs, que j'ai apporté un certain nombre de disques du free jazz de l'époque, dont là, vous avez quelques emblèmes, qui étaient l'importance donc du free jazz, porté, évidemment, donc un effet dans la musique du mouvement d'émancipation des Noirs américains, tel que je viens rapidement de le rappeler. Avec aussi son effet en France, donc le disque de François Tusk de 1965, qui est le premier disque de free jazz en France. Et vous avez d'ailleurs quelques pochettes des disques de François Tusk qui, je vous rappelle, interviendra demain après-midi sur ce sujet-là et qui a aussi la gentillesse de bien vouloir accepter d'animer un atelier en mai où on va essayer de reproduire un peu l'improvisation du free jazz de l'époque. Donc deuxième dimension qui là nous concerne directement pour la musique. Et la troisième qu'on a aussi un peu oubliée mais qui est quand même très frappante du maintenant, c'est aussi le mouvement d'émancipation qui venait du côté des sportifs noirs américains. Avec évidemment comme emblème Cassius Clay, devenu Mohamed Ali, mais aussi les Noirs américains à Mexico. Là, il y a le podium du 400 mètres et du 200 mètres. Quand on compare ça quand même aux Noirs américains basketteurs aujourd'hui, il y a quand même un abîme, parce que le Noir américain basketteur aujourd'hui est quand même l'emblème du capitalisme, alors qu'à l'époque, les Noirs américains, c'était l'emblème justement de l'émancipation. Et on était quand même dans un tout autre monde, vous voyez, pour un tout autre monde. Donc là, ça c'était, vous voyez, rapidement, disons, l'emblème du monde capitaliste, les États-Unis, mais avec ces tumultes intérieurs. Je ne parle pas de tout le mouvement aussi des jeunes, mais j'ai parlé, disons, plutôt du mouvement des Noirs. Alors, le monde socialiste, donc, était à l'époque surtout marqué par la révolution culturelle. Je vous en ai donné deux, si ça vous intéresse. Il y a un livre sur Mao Tse-tung d'Henri Beauchot, l'écrivain, qui est assez intéressant parce qu'il sort un peu des sentiers battus. Et il y a eu récemment une intervention d'Alain Badiou, un philosophe qui pour moi a une grande importance, sur la révolution culturelle, qui vous donne aussi une histoire intéressante de cette séquence-là. Je ne m'étends pas là-dessus, il faut voir que 68 intervient en vérité plutôt vers la fin de la révolution culturelle. Mais enfin, disons, vous voyez, l'effervescence était à l'idée, les pays socialistes ne sont pas condamnés à être comme l'URSS, puisque en Chine, il y a une tentative de l'intérieur du socialisme de ne pas se bureaucratiser et de continuer l'élan vers ce qu'on appelait le communisme. Troisième figure, qui était évidemment celle du tiers-monde, la guerre du Vietnam. Là, je vous ai présenté deux exemples de photos emblématiques. L'une, justement, des Vietnamiens tels qu'ils étaient photographiés à l'époque en guerre contre les Américains, et l'autre, une photo des exactions américaines telles qu'elles circulaient à l'époque. En comprenant bien, évidemment, que ce qui se passait dans ce tiers-monde, dans ce troisième monde, avait évidemment des effets dans le premier monde. La France en était. Et puis, évidemment, aussi dans le second monde. Donc, il n'y avait pas un cloisonnement entre les... Donc, alors, le monde donc était très différent. La France aussi était très différente. Alors, pour vous en donner quelques exemples, j'ai pas trop le temps de m'étendre, mais c'est quand même pour rappeler le contexte. La population, donc, elle a cru de 25%, c'est pas énorme. La population rurale a beaucoup baissé, mais surtout, l'élément qui est frappant, c'est qu'à l'époque, il y avait en gros 700 000 étudiants. Maintenant, il y en a 2 250 000, c'est-à-dire 3 fois plus. Et chose assez frappante, d'ailleurs, sur laquelle je suis tombé en cherchant ces chiffres-là, le nombre d'étudiants était, comme aujourd'hui, à peu près égal à celui des chômeurs. C'est assez étrange, mais l'ordre de grandeur entre étudiants et chômeurs était le même. Alors, on sait bien que le nombre des chômeurs a augmenté, multiplié par 3, mais le nombre d'étudiants aussi. Donc, vous voyez, on était dans un... Je donne simplement ce chiffre-là pour vous donner une idée de la chose. Au niveau du monde, la population, elle a été multipliée par près de 2. Donc, on voit que la part de la France a quand même régulièrement reculé et qu'on est maintenant en dessous d'1%. Donc, si on prend déjà ces chiffres-là, on voit qu'on est dans un autre... vous voyez, la France, c'est une autre chose. Autre chose très frappante, j'ai voulu aller chercher les statistiques du nombre d'ouvriers de l'époque par rapport à maintenant. Et sur le site de l'INSEE, vous n'avez plus de statistiques sur les ouvriers, vous avez des statistiques sur les immigrés. Et pour moi, c'est invraisemblable. Or, on sait que les ouvriers, il y en a continué d'en avoir un quart dans la population active française, un quart. Mais la catégorie d'ouvriers a été à ce point effacée que même l'INSEE
je ne dis pas que dans des coins reculés de l'INSEE, on ne va pas en trouver, mais disons, dans le site de l'INSEE, vous n'avez même plus présentation de la catégorie ouvrier. Et par contre, il accentue constamment sur la question des immigrés. Où sont les immigrés? Bon, alors, on peut les trouver partout, là. Alors ça aussi, vous voyez, c'est quand même un retournement, on va dire, de la situation idéologico-politique qui est aussi absolument sidérant et qui indique bien qu'on n'est plus du tout dans la même époque. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'immigrés maintenant qu'avant ou qu'il y a moins d'ouvriers, mais ça veut dire que la représentation politique, statistico-idéologico-politique, étatique, prenez-le comme vous voulez, a complètement changé. Mais aussi, alors ça c'est un point auquel je suis très sensible, c'est que si on regarde ce qui se passe sur les murs, vous voyez donc à droite vous avez les tags maintenant, qui sont des choses insignifiantes en vérité, il n'y a rien à lire. Bon, à l'époque, ce qui était affiché sur les murs était peut-être moins joli, mais au moins disait quelque chose. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais vous aviez une affirmation d'idée. Et ce que j'ai appelé l'esthétisation de l'insignifiant. Je veux dire, moi, précisément en tant que musicien, je me méfie énormément, c'est une longue tradition politique, de l'esthétisation. Lorsque vous rentrez dans l'esthétisation des choses, en général, à mon avis, c'est très inquiétant d'un point de vue idéologico-politique. Bon, vous savez qu'une thèse qui était que justement le nazisme a été l'esthétisation de la politique, par exemple. Enfin, bon, lorsque donc il y a une confusion entre la politique et l'esthétique, ça commence à être assez grave. Là, on n'est pas dans ce registre-là, mais c'est quand même assez frappant qu'aujourd'hui, donc on accentue alors l'esthétisme. Alors les gens vont nous dire les tags, nouvel art, etc. Mais en vérité, donc ça n'affirme plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de collapse entre le fait qu'on met l'accent sur le signe et puis en même temps on met l'accent sur qu'il n'y a rien à signifier, il n'y a rien à dire. Enfin bon. Donc là aussi, on voit bien que quelque chose du monde a changé. Hein. Bon, c'est un indice et des symptômes, je ne fais pas ici une conférence. Alors pour connaître 68, à mon avis, l'ouvrage récent le plus intéressant, c'est celui-là, de Christine Ross. Moi, c'est celui que je trouve le plus intéressant. Je vais vous en donner un petit extrait. Et puis, alors sinon, dans la documentation, il y a disons, le fameux bouquin de Vidal-Naquet qui est très épais, qui est alors de la documentation sur le journal La Commune étudiante, qui vous donne là tous les tracts de l'époque. Je ne sais pas si on le trouve encore, c'est des vieux livres, mais en termes de documentation, c'est à mon avis la référence si vous cherchez des choses. Ceci dit, maintenant sur Internet, on trouve pas mal de choses. Alors, pour vous donner une idée de la thématique du livre de Christine Ross, voilà cette phrase, cet extrait. Les cibles idéologiques du mouvement de mai 68 en France étaient en fait au nombre de 3, capitalisme, impérialisme et gaullisme. Comment donc en sommes-nous arrivés 30 ans plus tard? Oui, parce que c'est une thèse qu'elle a faite à partir de 1998. À ce consensus autour de mai 68 qui n'est plus perçu que comme une sympathique révolte de jeunes aux accents poétiques ou comme une mutation du style de vie. 3 stratégies pour cette réduction. Premièrement, la réduction temporelle au mois de mai qui tend à effacer la dimension de grève générale et à occulter 15 à 20 ans de radicalisme politique au profit d'un jaillissement spontané et de nulle part. Deuxièmement, réduction géographique au quartier latin qui fait tomber le rideau sur les grèves. Troisièmement, l'internationalisation occultant la critique de l'impérialisme américain et la guerre du Vietnam. D'où une promotion de la révolution sexuelle, liberté, a de façon anachronique remplacé l'aspiration profonde des années 60, à savoir l'égalité. Donc le thème de Christine Ross, c'est de dire, attention, il y a toute une présentation, alors dont, comment il s'appelle, celui qui fait les documentaires Génération, là, et particulièrement Patrick Rothman est particulièrement responsable, qui est donc de transformer mai 68 simplement en un épisode de libération sexuelle, libération des mœurs et force de la société, etc., patati patata, qui est centré sur le quartier latin, qui en fait une affaire générationnelle, et finalement, ceci, évidemment, est destiné à quoi? À effacer, en vérité, une autre dimension. On va voir que tout ça est entremêlé, mais une dimension qui est une dimension politique, et qui a comme emblème, on va dire plutôt en termes idéologiques, l'égalité que la liberté. Donc, on retrouve, si vous voulez, à propos de mai 68, non, alors ça c'est un peu... je vais prendre ça, puis après je reviendrai. Non, alors bon, attendez, excusez-moi, je reste dans mon... Je reprendrai liberté-égalité, qui en tous les cas donc met l'accent uniquement sur le moment déjà étudiant et oublie que 68 a été une grève ouvrière et salariée considérable. Alors, bon, quelques photos, mais pour vous indiquer ce que c'était que les assemblées ouvrières de l'époque, J'étais très frappé parce que moi je suis de cette époque-là et j'en parlerai cet après-midi, j'ai un projet d'opéra sur 68. Les usines que je connaissais bien à l'époque ont toutes disparu. Et recherchant ça, à propos en particulier de l'usine Vonder, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, l'usine Vonder de Saint-Ouen qui est très importante, à l'époque on disait qu'il y avait 40 000 ouvriers à Saint-Ouen. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vérifié la statistique, peut-être c'est un tout petit peu exagéré, mais enfin ça vous donne quand même une idée. C'est-à-dire Saint-Ouen, 40 000 ouvriers. Donc vous voyez l'importance quantitative que ça avait à proximité de Paris. Et les usines que moi j'ai connues à l'époque, où j'ai été à l'époque, qui étaient l'usine ASKF à Ivry, Géo à Kremlin-Bicêtre, etc., ont disparu. Donc là aussi, un monde, vous voyez, qui a changé.
Et alors, une grève sans égale, pour le rappeler quand même, parce que 68, c'est pas simplement la Sorbonne, c'est que, donc, pour comparer avec 36, hein, qui est la comparaison habituelle, donc la population active était grosso modo la même. Le nombre de paysans en la France avait considérablement changé. Bon, ça, c'est l'effet de la Ve République, de De Gaulle, etc. Passons. Et le nombre de grévistes, vous voyez, est passé de 3 millions en 36 à 20 millions en 68. Donc près de 50% de la population active était en grève. Pour dire, donc c'est une grève en France absolument sans égale. C'est des choses qu'on oublie. Et il ne faut pas oublier qu'aussi à l'époque, les paysans étaient dans le mouvement. C'est pour ça que j'ai pris cette photo à Nantes en 24 mai 68 sur des tracteurs, place au peuple. Les paysans aussi étaient dans l'affaire. Hein. Bon, je vous rappelle que c'est une grande affaire politique chaque fois qu'il y a quelque chose d'émancipateur en France, que aussitôt le camp en face va essayer de dresser les villes contre les campagnes. Ça a été l'affaire évidemment de 1871, de Versailles, au moment de la Commune de Paris, d'essayer de dresser les paysans face aux ouvriers, les campagnes, etc. La province contre Paris, etc. Bon, vieux thème éculé. Bon, il faut voir qu'à l'époque, les paysans, un certain nombre de paysans étaient aussi dans le mouvement, on va dire. Bien. Et donc là, je reviens à ce sur quoi Christine Ross a attiré notre attention, c'est donc qu'il y avait une ligne de partage qui est absolument consubstantielle à 68 entre deux thématiques, la thématique de la liberté et la thématique de l'égalité. Alors, vous voyez, j'ai pris un certain nombre de mots d'ordre thématiques de mai 68 sur la liberté, qui est indéniable, qui faisait que cette chose-là était absolument vivante, libérer nos camarades, interdit d'interdire, la liberté sexuelle à Nanterre, la liberté syndicale, parce que finalement, un des effets de ceci, ça a été justement la loi de décembre 68 pour créer les sections syndicales et la liberté syndicale dans les entreprises, qui n'existait pas à l'époque. La création des universités libres aussi, puisque donc la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, qui est de novembre 68, qui a eu la création, d'ailleurs significative, d'un côté, on a créé Vincennes, qui était l'université, on va dire, constatataire, et de l'autre côté, Dauphine, qui est devenue l'université du libéralisme, c'est-à-dire du capitalisme le plus avancé. On a fait les deux en même temps. Et en même temps, d'autonomie des universités. Donc, il y avait ça aussi. Il y avait à l'époque, par exemple, on disait le Vietnam libre, mais c'était en soi-même une ligne de partage, parce qu'il y avait aussi bien les gens d'Occident, c'est-à-dire ceux qui défendaient les Américains, qui disaient justement qu'ils se battaient pour que le Vietnam soit libre, que ceux qui étaient pour la libération du Vietnam. Donc on voyait bien que le mot libre était en partage entre les deux camps. Et puis ceux qui, on va dire, qui étaient plutôt de l'autre camp, qui soutenaient, on va dire, à propos de la liberté, cette vieille maxime, qu'on retrouve d'ailleurs chez Rousseau, qu'en vérité, la liberté, c'est la conscience de la nécessité. C'est-à-dire la liberté, ce n'est pas la figure de l'atome libre, de l'électron libre, de celui qui est sans contrainte, mais c'est au contraire celui qui est capable de se choisir ses propres contraintes et de s'y tenir. Donc d'un côté, une version comme ça, et de l'autre côté, une problématique de l'égalité, c'est-à-dire étudiants, ouvriers, on est égalité en pensée, université, usine, on en a aussi parlé, mais aussi travail intellectuel et travail manuel, c'était un point absolument essentiel de l'époque. Il n'y a pas de raison que le travail manuel soit mal considéré, soit déclassé, etc. Et donc il a le même statut de travail que le travail intellectuel. Égalité ville-campagne, un point aussi très important. Tout ça, c'est des thèmes aujourd'hui qui nous paraissent complètement obscurs, mais pourtant ils sont toujours autant inscrits dans la réalité de la France. Hein. Français immigrés, bien sûr. L'idée que la vraie démocratie est une démocratie de masse, c'est-à-dire une démocratie qui concerne tout le monde, c'est-à-dire que les questions politiques doivent être appropriées par tout le monde, et non pas par des spécialistes. Et puis, évidemment, aussi égalité entre les pays et les peuples du monde. C'est-à-dire qu'il est hors de question de considérer qu'un pays ou qu'un peuple doit être allé occuper sous prétexte qu'on va lui apporter son bonheur, qui est quand même la figure, le baratin qu'on nous raconte aujourd'hui pour aller envahir l'Irak, etc. Donc c'était quand même à l'époque invraisemblable, cette affaire. Ça s'appelait l'autodétermination, c'est-à-dire chacun est capable de s'autodéterminer. Et il n'y a aucune raison de considérer que les peuples du monde ne seraient pas émancipés, qu'on devrait les tenir par la main parce que nous, on est occidentaux. Enfin, je rappelle quand même qu'à l'époque, Occident était le nom du groupe fasciste, hein, quand même, Occident. Et aujourd'hui, c'est devenu le nom commun. Mais excusez-moi, quand même, ça a une thématique politique particulière. Voilà, donc pour vous indiquer qu'il y avait cette ligne de partage entre liberté et égalité. Alors, en vérité, moi je tiens que mai 68, pour le comprendre, il faut comprendre qu'il y a 4 composantes. Alors ça, c'est un point très important pour moi, parce qu'il se trouve que mathématiquement, c'est une chose que l'on... Il y a un théorème fameux d'Hironaka de 64 ou 65, qui a valu d'ailleurs à Hironaka la médaille Fields, c'est pour vous indiquer l'importance de la chose, et sur laquelle Yves André nous a récemment parlé dans une école de mathématiques pour musiciens que j'organise à l'ENS et à l'IRCAM, qu'une singularité, c'est toujours quelque chose que l'on peut comprendre comme le repli en un point de composantes orthogonales. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est que si c'est en mathématiques, vous voyez, ça a une espèce de généralité, cette thèse-là, cette logique-là. Une singularité, c'est-à-dire un point particulier, c'est comme le repli de choses qui sont orthogonales, c'est-à-dire qui sont normalement incompatibles entre elles, et qui, à un moment, en un point, se replient, deviennent indiscernables. Bon.
Et si donc il est intéressant dans l'autre sens pour comprendre une singularité, de la déplier, de la désingulariser, c'est un mot de la mathématique, pour essayer de voir les composantes qui étaient comme en intersection, qui étaient comme confondues ensemble. Et donc c'est ce que je fais là rapidement, simplement d'un point de vue didactique sur 68, pour dire, donc à mon sens, il y a 4 dimensions de mai 68 qui étaient absolument co-présentes, qui étaient quoi? Premièrement, une révolte mondiale de la jeunesse. Bon, ça c'est la dimension que tout le monde voit bien, qui venait aussi en Amérique, dans tous les pays d'Europe, et qui était bien antérieure à mai 68 lui-même. Deuxièmement, une grève ouvrière et salariée, j'en ai un petit peu parlé, là, je l'ai indiqué, qui était une singularité, une particularité quand même aussi de l'époque. Troisième composante, un mouvement idéologique libertaire et anarchisant, disons comme ça, dont l'emblème est Cohn-Bendit, on va dire, mais dont on va voir rapidement que l'histoire était antérieure. Par exemple, les situationnistes en France, c'était 67, hein, donc c'est quelque chose qui avait déjà une... Et puis, quatrième composante, qui est évidemment pour moi la plus intéressante, la plus mobilisatrice, une action politique novatrice et émancipatrice. C'est-à-dire comment peut-on faire de la politique, bon, mettons autrement, enfin, prenons ça comme ça. Donc ces 4 composantes-là étaient entrelacées à l'époque. Et elles donnent 4 périodisations différentes. Je n'ai pas trop le temps de m'étendre. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de construire un site là-dessus. Il y a d'ailleurs aussi un site pour ce colloque sur lequel, par exemple, un certain nombre de documentations sont déjà données. Donc vous pourrez vous y reporter. Je ne fais qu'indiquer les choses. C'est que si vous prenez ces 4 composantes qui sont les 4 colonnes, en gros, dans chacun des cas, l'année 68 commence pas de la même manière, mais le mois de mai même ne commence pas le même jour, la fin du mouvement de 68 n'intervient pas au même moment, et puis l'apogée de 68 n'est pas le même. Alors je ne vais pas vous le commenter en détail, mais pour vous donner une idée, vous voyez la révolte de la jeunesse, bon, classiquement, on va dire, elle démarre le 22 mars à Nanterre, voilà, cette composante-là. Mais à mon avis, du point de vue de la grève des ouvriers, en vérité, ça commençait en janvier. Alors là, évidemment, il faut être un peu connaisseur, mais ceux qui ont connu ça s'en souviennent sans doute. Il y avait déjà des révoltes, des grèves ouvrières tout à fait singulières à partir de janvier 68, en particulier à Redon et à Caen, et qui étaient marquées par la violence. Et donc, on a une périodisation, vous voyez, ça commence pas de la même manière. Le mouvement idéologique lui-même, il était déjà commencé bien avant 68. Hein. Les situationnistes, par exemple, les grands textes de l'international situationniste, c'est 67. Hein. Et puis l'action politique, selon moi, elle commence le 21 février, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas, qui était une journée d'action sur le Vietnam, qui a été marquée en particulier par des manifestations tout à fait singulières, parce qu'elles ont eu la capacité de prendre l'offensive sur les barrages policiers qui les interdisaient. Je ne m'étends pas. Mais vous voyez, donc déjà, si on prend ces 4 composantes, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, ce n'est pas au même moment. Mai 68 commence pour la révolte de la jeunesse, en gros le 3 mai, c'est la Vulgate. Alors la Vulgate, c'est la première colonne, hein, et cette Vulgate existe, hein, je ne dis pas que... Mais alors que du point de vue de la grève des ouvriers, ce qui est important, c'est après la grève générale, après du lundi 13 mai, et ça c'est l'occupation de la Rodiaceta à Besançon, et puis de je ne sais plus quelle usine à Nantes qui est aussi démarré la chose. Et puis du point de vue de l'action politique, moi je pense que ce qui démarre mai 68, c'est le 1er mai. Mais là, il faut... Bon, parce que le 1er mai, c'était la première fois qu'il y avait une manifestation depuis 1954. Et surtout, c'est une manifestation dans laquelle il y a eu à la fois des heurts entre les gens de l'UJCML et la CGT, et après des discussions, une fusion, etc. Enfin, il s'est passé quelque chose de très particulier le 1er mai, qui était déjà l'indice. Bon, voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Hein, il y aurait tout un travail historique à faire, mais pour vous indiquer que ces 4 composantes n'ont pas la même périodisation. Alors, si on prend le rapport entre ces 4 composantes, je les ai figurées comme ça, c'est-à-dire, voyez bien, il y a des rapports, encore une fois, là, je ne vais pas faire quelque chose de savant, hein, c'est simplement pour faire un peu un panorama de référence. Il y a des rapports, évidemment, entre la révolte de la jeunesse, la révolte des jeunes et le mouvement idéologico-libertaire, c'est évident, mais aussi avec la grève des ouvriers. Je vous rappelle que la grève des ouvriers est souvent démarrée de jeunes ouvriers. Hein, qui, justement, c'est eux qui ont... Parce que la grève n'est pas du tout démarrée des syndicats. Hein. Les syndicats étaient contre tout ça, il faut se rappeler. Et puis, évidemment, aussi entre l'action politique égalitaire, qui avait comme base de masse, si je puis dire, le mouvement jeune, étudiant, etc., dont j'étais d'époque. Bon, le point qui est le plus frappant dans ce diagramme-là, c'est que par contre, il n'y a pas de rapport, si vous voulez, entre le haut et le bas. C'est pour ça que je l'ai présenté comme ça, entre, en gros, la thématique libertaire et la thématique politique. Et donc, il y a une sorte d'orthogonalité entre la dimension 3 et 4, mais encore une fois, je vous l'indique qu'on sait en penser que précisément une singularité, c'est lorsque deviennent à un moment donné indiscernables des composantes qui en vérité sont orthogonales. Elles sont indiscernables pendant une séquence particulière, parce qu'évidemment avant elles le sont, après elles le sont de nouveau, ça se sépare. Mais c'est ça qui fait
une singularité ou un événement, si vous voulez. D'accord ? Alors, dernière chose, le monde de la musique lui-même n'est plus le même que cette époque-là. Quelques indices de ça. Premièrement, le free jazz. On voit bien, par exemple, que donc, c'était la grande époque du free jazz, c'est pour ça que j'en ai parlé. Moi, je soutiens la thèse que le free jazz parachève l'histoire du jazz. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, l'histoire du jazz, c'est l'histoire qui va d'une culture afro-américaine, qui vient du gospel et du blues, et puis qui via un certain nombre de choses, bon, le stride, middle jazz, bop, etc., culmine avec le free jazz, et après aboutit à quoi ? Aboutit que les jazzman les plus originaux, les plus forts de cette séquence-là, finalement, deviennent des musiciens contemporains comme les autres. À mon avis, l'emblème de ça, c'est Anthony Braxton, qui, à partir de ce moment-là, se dit compositeur, et devient compositeur contemporain, improvisateur, mais avec ses modalités propres. Donc le free jazz, pour moi, c'est quelque chose qui est le parachèvement, la dernière étape du jazz. Et après, évidemment, qu'est-ce que l'on voit ? On voit à la fois que donc, les grands musiciens deviennent des musiciens contemporains. Bon, il n'y a plus de raison particulière improvisateur, mais bon, il y a aussi une improvisation en musique contemporaine. Et puis sinon, par contre, le jazz s'académise, devient une discipline de conservatoire, ce qui est d'ailleurs logique, et je n'ai absolument rien contre, mais s'académise, devient quelque chose on joue les standards. À mon avis, d'ailleurs, l'emblème de ça, de ce versant-là, c'est Keith Jarrett, dont je rappelle, le premier CD disque important, c'est Facing New, de 1974, je crois, qui, à mon avis, a inscrit déjà, justement, la phase académisation du jazz, on va dire. Donc, on voit bien, vous voyez, le monde de la musique n'est plus le même parce que le jazz n'a plus du tout le même statut qu'il pouvait avoir à l'époque. Deuxième chose, du point de vue de la musique sérielle, qui était quand même quelque chose, alors on va en discuter, peut-être même se disputer, mais bon, ça fait partie, on va restituer peut-être la vigueur des échanges de l'époque. La musique sérielle se sature aussi, à mon avis, dans la deuxième partie des années 60. Alors on aura l'occasion d'en parler, je ne m'étends pas, mais le tournant, à mon avis, de Boulez, très important, c'est 64, lorsque il engage sa carrière de chef d'orchestre. Un tournant de Stockhausen, c'est précisément 68. Je ne sais pas si Pierre-Albert Castanet nous en parlera, mais c'est à partir de 68 que Stockhausen commence à dire qu'il parle avec les astres, que la musique lui est dictée par les planètes, etc. Mais ça se passe à ce moment-là. Berio fait Symphonia, donc Symphonia, en un certain sens, c'est le passage au postmoderne, c'est ce qui annonce le postmoderne. Et puis Pousseur, c'est aussi en gros l'époque où Pousseur réhabilite l'harmonie, qui fait des articles sur Rameau, etc. Donc, on voit bien, si vous voulez, que, disons, le serialing connaît ses derniers feux, en gros, dans la deuxième partie des années 60, et qu'à partir des années 70, on passe dans autre chose, du point de vue de la musique contemporaine, j'entends. Et puis, si vous le prenez alors cette fois plus largement, vous voyez bien que la culture musicale, on va dire, de la jeunesse, aujourd'hui, est complètement différente de ce qu'elle pouvait être à l'époque. Il suffit d'énumérer simplement l'existence qu'il y a eu, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, enfin du punk, de la techno, toutes les musiques techno, le rap, etc., tout ça c'est des choses qui existaient absolument pas de l'époque. Donc on voit bien que le monde de la musique, disons du point de vue de sa composante culturelle sur la jeunesse, est composé tout à fait autrement. Donc, tout ça c'est pour vous dire, le monde de la musique lui-même, vous voyez, le monde en général, la France, le monde de la musique, on était dans un tout autre monde qu'aujourd'hui. Alors, il me semble que, c'est pour lancer des pistes, que 4 régions musicales ont agi dans 68. C'est simplement des propositions. La musique pop et la musique rock, ça c'est évident, on va dire, quand on prend du côté de la composante de la révolte de la jeunesse. Évidemment, la musique pop et rock était très importante. Deuxièmement, les musiques des peuples du monde, prenons ça de manière assez vaste. Il me semble que c'est à ce moment-là que aussi cette composante a joué un rôle important vis-à-vis de la jeunesse. La musique, par exemple, d'Amérique du Sud, des choses de ce type-là. Du côté, on va dire, plutôt de la composante plus politisée, le free jazz, donc a joué un rôle très important dans l'organisation idéologique, on va dire, de cette composante-là. Et puis, les chansons révolutionnaires et militantes. C'est pour ça que j'ai pris ce petit disque de l'époque, qui ont été quand même aussi, à l'époque, à un moment, qui ont été quand même très réactivées. Je crois d'ailleurs qu'un certain nombre de pochettes vous le rappellent. Donc si, ça c'est les 4 composants de la musique qui sont agiles en 68, et à mon avis dans l'autre sens, je vous rappelle que notre colloque a une double face, il y a la musique en 68 et mai 68 dans la musique. Et donc il y a 2 autres régions qui ont été concernées cette fois par les effets de mai 68 dans la musique, c'est-à-dire des régions qui ont capté quelque chose de 68, qui sont d'une part la musique contemporaine, on va longuement en parler, mais moi je vais prendre comme exemple, qui m'intéresse particulièrement, le Requiem pour un jeune poète de Zimmermann, qui est de 69, dans lequel on entend les manifestants de 68, je vous en parlerai cet après-midi. Et puis aussi, alors, composante très oubliée, mais dans les variétés. Alors évidemment, les variétés sont emparées de ça dans la version cynique et capitaliste. Alors on ne dit plus capitaliste, on dit libéral, mais c'est exactement la même chose.
pour en faire un instrument de marchandise. Et l'emblème de ça, c'était par exemple le dénommé Évariste, donc qui vendait des disques sur la Révolution, la faute à Nanterre. Je crois qu'il y a même une pochette de disque quelque part, elle est peut-être en bas. Enfin, donc, disons, la marchandisation aussitôt s'en est emparée pour faire commerce sur cette affaire-là. Donc ça, c'est deux régions, vous voyez, qui ont été, on va dire, influencées par 68. Alors évidemment, on a l'écart considérable du point de vue de la qualité musicale entre Zimmermann et Évariste, mais le monde de la musique aussi a cette diversité-là. Donc si on met ça, un petit diagramme, moi j'aime bien faire ça, parce que ça, j'ai un esprit géométrique, on va dire. C'est une géométrie contemporaine, ça, parce que c'est la géométrie de la théorie des catégories et des théories de topos. Si on a nos quatre régions, nos quatre composantes de 68, vous voyez, le pop-rock et la musique des peuples du monde ont plutôt agi sur la dimension révolte des jeunes, chansons révolutionnaires et militantes et free jazz plutôt sur la dimension, on va dire, politique. Et puis deux effets, l'un de l'action politique égalitaire vers la musique contemporaine, donc ça, on va en parler, et puis l'autre, on va dire, qui est plutôt la dimension idéologique libertaire vers les variétés. Ceci est tout à fait provisoire et je ferai moi-même mon propre bilan un peu de tout ce qui sera dit pour essayer d'affiner ça, mais c'est pour, vous voyez, proposer un peu une manière de réfléchir sur tout ça. Et alors, et la question, alors là j'ai parlé de la musique, et alors les musiciens là-dedans, moi à l'époque j'étais musicien amateur, j'étais militant, musicien amateur, pas compositeur, donc je ne sais pas du tout. Donc c'est un des enjeux de ce colloque précisément de voir ce qu'il en a été du côté des musiciens constitués, en particulier évidemment les musiciens de ce lieu-là, ou du moins tel qu'il était à l'époque. Voilà, alors je rappelle le plan de ce point de vue-là de notre colloque, qui est un plan, comme vous allez voir, symétrique, ce qui ne correspond pas très bien à l'époque, mais enfin bon, vous nous pardonnerez cette esthétique classique, on va dire, dans un colloque qui ne porte pas sur des choses classiques, qui est donc d'avoir les deux matinées une introduction, bon, celle que j'ai faite en 68, il y en aura une autre demain sur la musique, les deux matinées donc des institutions musicales dans ce qui s'est passé en 68, aujourd'hui le CNSM avec Noémie Lefebvre, et puis demain les concerts et festivals. De fin de matinée, ce qu'on appelait mémoire érosion, donc avec les échanges sur les musiciens de l'époque pour savoir comment 68 a été saisi à l'époque, enfin autant qu'on puisse s'en souvenir. L'après-midi, donc, qui seront des exposés plus savants cet après-midi sur la musique contemporaine et demain sur les autres musiques, et tout ceci clôturé le soir par donc deux concerts. J'attire votre attention, celui sur ce soir, qui pour moi d'ailleurs va être une surprise, mais parce qu'il associe des noms qui donnent aussi une idée de l'étendue et des contrastes à l'intérieur du monde de la musique, puisqu'il est d'un côté Pierre-Max Dubois et de l'autre côté Karl-Heinz Stockhausen. Alors, Pierre-Max Dubois, j'espère qu'il n'est pas dans la salle, je ne sais pas s'il est vivant, donc je vais essayer de modérer mes propos. Je ne connais pas bien, on va dire ça, pas grand monde le connaît, sauf tous les élèves de conservatoire qui doivent quand même se manger du Pierre-Max Dubois comme introduction à la musique contemporaine, ce qui est quand même véritablement la manière de les dégoûter à vie de ce que peut être la musique contemporaine. Je dois dire que je ne connaissais pas, et j'ai eu la chance, ou plutôt la malchance, récemment d'entendre par des étudiants du conservatoire du 19e jouer un quatuor de Pierre-Max Dubois. Je peux vous dire que... j'espère qu'il est mort, mais enfin... ou que ceci ne l'achève pas, c'est ça. Mais je ne crois pas qu'il se fasse beaucoup d'illusions sur ce dont il s'agit. C'est quand même invraisemblable, enfin vraiment invraisemblable. Et c'est quand même le genre de compositeurs qui sont spécialisés, qui ont comme à leur opus, qui ont peut-être 100 catalogues, et 99, c'est les épreuves obligées des étudiants de concours de fin de conservatoire. Bon. Donc d'un côté ça, alors bon, vous allez entendre ce que c'est ce soir, je ne sais même pas ce qu'il nous propose de Pierre-Max Dubois, et puis de l'autre côté, Karl-Heinz Stockhausen. Bon, vous voyez, on est dans le... voilà. Alors, mais en même temps, cette diversité est très intéressante parce que d'abord, c'est une diversité du monde de la musique, c'est une diversité de l'époque, et ça rappellera quand même ce que c'était aussi que l'époque, parce que j'ai été interviewé récemment par le dirigeant d'Abeille Musique, là, alors il me disait, oui, mais alors, le sérialisme, après, ça a écrasé tout le monde, etc., etc. Alors moi je lui dis, attendez, ça a écrasé tout le monde, c'est pas ça. On y a fait référence, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant, évidemment, ça attire tout le monde. Mais enfin, je veux dire, c'était pas les épreuves de sortie du conservatoire n'étaient pas rédigées par Boulez, c'était rédigé par Pierre-Max Dubois. Bon, vous allez entendre ce que c'est. Hein. Bonjour. Donc voilà, ça c'est. Je remercie en tous les cas l'ensemble Spiral d'accepter de nous jouer ça. Ça va être la surprise ce soir, et c'est intéressant parce que, encore une fois, ça nous restitue un peu de la vie et des contraintes de l'époque. Voilà, j'ai à peu près tenu mon temps. Alors, bon, normalement, je dois passer de l'autre côté, mais enfin, je reste ici. On a peu de temps de discussion, donc ce que je vous propose, je ne crois pas que
je veux dire, mon exposé soit il appelle à une discussion invraisemblable qui n'en finit plus, soit il appelle à aucune question. Donc je vous propose, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille, non mais je ne veux pas non plus, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille immédiatement intervenir. Évidemment, dans ce colloque, je ne peux pas interdire l'intervention spontanée, hein, vous comprenez. Je sais bien que l'époque n'est plus la même, mais donc à moins que quelqu'un veuille intervenir, auquel cas il se dresse, bon alors allez-y. Désolé, mais là-dessus c'est un désaccord qui est justement qui est utilisé dans la délégitimation du mouvement de 68. Et c'est un truc que je voudrais un peu préciser sur l'idée de la démocratie directe et parlementaire. C'est quelque chose quand même qui est lié au moins aux spartakistes, qui est lié aux conseillistes en tout cas. Pas uniquement. Déjà dans la Révolution espagnole, oui. Que les situationnistes et avant un peu l'internationalisme s'effondrait. Donc c'est dire que c'est, à moins qu'il y ait parce que je suis pas de cette époque-là non plus, je sais pas, à moins qu'il y ait une dimension spécifique à ce moment-là en 68, la dimension, en tout cas conseilliste, elle n'était pas, ça remontait avant. C'était vraiment une oui. Histoire. Non, mais, bien sûr. Alors, première chose, évidemment, ça n'a pas été une invention. À mon avis, je veux dire, tout mouvement politique émancipateur est marqué par une démocratie de masse. Hein, ça, c'est ma thèse. Donc, ça n'a pas été une invention de 68, hein, premièrement. Deuxièmement, du point de vue des dimensions politiques, la dimension conseilliste n'en est qu'une. Hein, je veux dire, ou la dimension conseilliste, spartakiste, etc. Il y a aussi une tradition, on va dire, marxiste, tout simplement, de la démocratie de masse. Je veux dire, vous lisez de la guerre civile en France par Marx, c'est-à-dire la manière dont il parle de la Commune de Paris, c'est une dimension qu'il met en avant. Donc, il ne faut pas du tout identifier la démocratie de masse à sa composante conseilliste ou à une autre composante qui d'ailleurs est restée active, qu'on appelait classiquement, et à mon avis qui a toujours sa légitimité d'être appelée telle, qui est l'anarcho-syndicalisme. Donc, vous avez raison pas de me rappeler à l'ordre, mais d'attirer mon attention là-dessus. Je ne dis pas du tout que mai 68 a été l'invention d'une démocratie de masse, mais elle a été la pratique. Je veux dire quand même, ce qui marque mai 68, c'est que les questions politiques sérieuses, importantes de l'heure, étaient discutées par tous, et que tous considéraient en droit, enfin par tous, quand on dit par tous, c'est-à-dire par quiconque, c'est ça que ça veut dire, pas tous, c'est pas au sens de tout le monde le faisait, parce qu'on sait bien qu'en mai 68, il n'y avait pas tout le monde, mais par quiconque, c'est-à-dire quiconque qui habitait ce pays se considérait en droit comme, pas comme garant, mais comme redevable des orientations politiques du pays, et que donc c'était pas une affaire qu'on allait déléguer tous les 4 ans à quelqu'un. Voilà, c'était ce point-là qui était, et évidemment qui changeait complètement la conception même de ce que c'est que la politique. C'est ça ce que je veux dire. Mais ceci a une longue histoire, évidemment qu'il y a une longue histoire, mais qui n'est pas simplement d'ailleurs l'histoire même depuis la Révolution française. On peut dire que d'une façon, toute grande figure émancipatrice a toujours été marquée par ça. Je prends un tout autre exemple, mais vous prenez le mouvement de Spartacus, là, cette fois, puisque vous évoquez Spartaki. On voit bien que alors évidemment on n'a pas beaucoup de documents là-dessus, mais disons les orientations même de comment se battre par exemple contre les Romains, contre les légions romaines, était une question qui était discutée par l'armée en tant que telle. Alors évidemment la contrepartie de ça, c'est qu'on va dire alors la discipline dans l'armée de Spartacus n'était pas exactement la même que dans celle des légions, etc. Alors ça précisément après c'est tout le débat politique là-dessus qui est de savoir comment on bâtit une politique sur la base d'une telle démocratie de masse. Bon. Mais c'est pour vous indiquer que cette dimension-là était déjà présente à l'époque même du mouvement de Spartacus, pour savoir, où donc, mais c'était absolument pas l'idée que c'était le commandement qui allait décider comment on attaquait les légions. Oui, pardon. Oui, moi je voudrais dire, je suis de la génération 60 aussi, et que dans le paysage que vous bossez, que je trouve tout à fait intéressant, il manque peut-être un truc, toute petite chose dans le côté, dans la partie égalité. C'est quand même très, très important la dimension égalité homme-femme. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Non, mais tout à fait. Excusez-moi, c'est vrai que je n'ai pas... Absolument. Ceci dit, disons, évidemment, c'est plutôt dans les répercussions, les résonances. Parce qu'en 68 même... mais enfin, je vous l'accorde absolument. Hein, j'aurais dû le mettre, pardonnez-moi, j'ai oublié. Mais je pense que j'essaye pas de m'excuser, mais si je l'ai un peu oublié, c'est parce qu'en 68 même, ça a été peu présent quand même, dans le mois même 68. Mais on peut... Et oui, précisément. C'est après, c'est un petit peu après, disons. Les discussions dans les amphis, etc. Ah oui, non, en pratique, évidemment, c'était le cas. Non, mais par exemple, vous voyez, au niveau des affiches, pardonnez-moi, au niveau des affiches, je n'ai pas retrouvé d'affiches qui thématisent ça, par exemple. Non, mais vous voyez, comme un indice. Donc, je suis tout à fait d'accord en principe avec ce que vous dites, mais c'est une résonance un peu après, plutôt que dans le moi-même.
Mais en pratique, évidemment, l'égalité homme-femme dans toutes ces situations-là était une évidence. Enfin, je veux dire, c'était même plus à discuter. C'était pas un problème. Voilà, comment dire. Voilà, c'est aussi en ce sens-là. Ça a été problématisé un peu après. C'était pas dans mai 68 un problème. Alors que par contre, conquérir l'égalité étudiant-ouvrier était un problème. D'autant plus qu'un problème que quand vous alliez aux usines, vous vous faisiez taper dessus quand même par la CGT et par le PCF. Hein, j'en sais quelque chose. Hein. Donc, vous voyez, affirmer ça, c'était pas évident. Alors que homme-femme, c'était une évidence.